Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Il y a 200 ans naissait à Paris un immense poète inclassable, Charles Baudelaire. Ami des artistes et de tous les arts, il fut aussi un critique visionnaire incarnant la modernité de son époque. À 21 ans, à sa majorité, le jeune poète Charles Baudelaire reçoit l'héritage de son père décédé lorsqu'il avait 6 ans. Il claque alors la porte de l'appartement familial de sa mère et de son beau-père détesté, le colonel Aupic. Puis, il s'installe dans le somptueux hôtel Pimodan, au 10 quai de Béthune, dans l'île Saint-Louis. Il explique sa nouvelle vie. Je me suis épris uniquement des plaisirs, une excitation permanente, les voyages, les beaux meubles, les tableaux, les filles. Il participe aux discussions du club des Hachichins avec Théophile Gautier et Balzac. Il écume les antiquaires. Il règle les dépenses de sa maîtresse, la métisse Jeanne Duval. Bref, en 2 ans, il engloutit 35 000 francs, une fortune et sans dette. Sa mère et son beau-père, affolés par ses folles dépenses, convoquent un conseil de famille. Ils obtiennent du tribunal civil que Baudelaire soit mis sous tutelle. Un conseil judiciaire est nommé le 21 septembre 1844. Le tuteur est maître Ancel, notaire à Neuilly, certainement très honnête, mais totalement fermé à la littérature. Il va s'acquitter de sa tâche avec de louables scrupules, son seul but étant de préserver le capital de Baudelaire. Il va faire de la vie du poète un enfer, l'obligeant désormais à fuir sans cesse devant ses créanciers. Bien plus tard, il écrira à sa mère « Je n'ai pas d'argent. Je ne peux quitter l'hôtel parce que je n'ai pas payé ma pension. Il me faut absolument 3 000 francs avant mercredi. Je n'ai pu remettre mon travail car les manuscrits se trouvent dans une pension où je n'ai pas payé mon loyer. Je t'en supplie. Pense au conseil judiciaire. Il me consume depuis 17 ans. Il ne saurait croire le mal qu'il m'a fait. Il me semble porter au front une plaie honteuse, et tout le monde la voit. » Baudelaire portera ce boulet jusqu'à sa mort, laissant un patrimoine intact, parfaitement géré par Maître Ancel, un véritable gâchis. Charles Baudelaire naît le 9 avril 1821. Il est le fils de Joseph-François Baudelaire, peintre puis chef des bureaux du Sénat. Un homme très cultivé, possédant une éducation raffinée, amoureux du XVIIIe siècle. Sa mère, Caroline, est beaucoup plus jeune que lui, elle a 24 ans de moins que son mari. Joseph-François meurt le 10 février 1827. Un traumatisme pour le petit garçon de 6 ans. Il ne gardera de son père que les tendres souvenirs des promenades au Luxembourg, des visites au Louvre et de la fréquentation des marchands de gravure chez qui il s'arrêtait souvent. Il est aussi en adoration devant sa mère. Il dit l'avoir aimée pour son élégance, ses robes, la soie, les parfums, l'odeur des fourrures. Ses parents marquent Charles d'une empreinte indélébile. Le goût de l'élégance, il sera un dandy, de l'antique, de la paresse physique et une passion fétichiste des femmes. Mais le drame du petit garçon, c'est le remariage rapide de sa mère 1 an après la mort de son père en 1828 avec le commandant Jacques Aupic. C'est un militaire de 39 ans, sévère, grincheux et têtu. Du moins, c'est ainsi que Baudelaire le perçoit. La tendre intimité avec sa mère disparaît. Il se sent comme exilé, exclu, un intrus dans sa propre famille. Il devient interne au Collège royal de Lyon, puis revient à Paris au lycée Louis-le-Grand jusqu'au mois d'avril 1839, date à laquelle il est renvoyé pour mauvaise conduite. La même année, il obtient le baccalauréat et désormais, il doit choisir sa vie. C'est alors qu'il écrit ses premiers vers et annonce qu'il veut être poète. Il le raconte dans le premier poème des Fleurs du Mal. Lorsque par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît en ce monde ennuyé, sa mère épouvantée et pleine de blasphème crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. Contrarié par la décision de Charles de devenir homme de lettres, sa mère et son beau-père décident de l'envoyer faire un lointain voyage sur un bateau qui doit le conduire à Calcutta en 1841. Charles a 20 ans.
En fait, il s'arrêtera à l'île Maurice. Il en rapportera des visions et une nostalgie d'exotisme qui vont pénétrer sa poésie et le rapprocheront du poète Lecomte de Lisle. C'est au retour de ce voyage que Baudelaire touche l'héritage de son père, quitte la maison familiale de Neuilly et commence sa vie de dandy parisien. C'est aussi à ce moment qu'il rencontre sa première maîtresse, Jeanne Duval, sur les planches d'un petit théâtre du quartier latin où il assistait à la représentation d'un vaudeville. Il était accompagné de son grand ami Félix Tournachon, qui allait s'illustrer comme aéronaute et surtout comme photographe sous le nom de Nadar. Laissons Théodore de Banville nous décrire Jeanne Duval. C'était une fille de couleur, très grande, à l'allure fière, à la jolie tête, ingénue et superbe, couronnée d'une folle chevelure violemment crêpée, à la démarche de reine, pleine d'une grâce sauvage. Elle avait un je ne sais quoi de divin et de bestial ensemble. De nombreux poèmes des Fleurs du Mal ont été inspirés par Jeanne Duval. Baudelaire y qualifie sa maîtresse de mégère libertine, de reine de péché, de ville animale, de vase de tristesse et d'oasis dont je rêve. Jeanne était une figurante de théâtre et une prostituée. Au début de leur liaison, elle avait probablement continué à exercer ses activités. Leur relation tourmentée commence en 1841. Les deux amants vivront ensemble pendant 25 ans. Nadar, la photographiée, manait à réaliser un tableau d'elle où elle porte une magnifique crinoline blanche rayée de gris. Sous la crinoline, elle pointe hardiment son pied menu et sa jolie cheville gainée de blanc. C'est la période où Baudelaire rencontre aussi Théophile Gautier, Théodore de Banville, Sainte-Beuve, le jeune peintre Émile de Roy. Il aura aussi un coup de cœur pour la danseuse Marie d'Aubrun qu'il ne veut pas salir d'un amour charnel, mais qui devient pour lui un objet de culte. Il lui demande d'être son ange gardien, sa muse et sa madone, une sorte d'équivalent de la Laure de Pétrarque. Pourtant, une nouvelle muse va bientôt remplacer la première, Apollonie Sabatier, dite la présidente. C'est une femme délicieuse, belle et spirituelle. D'origine modeste, elle est devenue une des demi-mondaines les plus en vue de tout Paris. Entretenue par le riche banquier Mosselmann, elle tient un salon fréquenté par les artistes, les écrivains et les poètes les plus célèbres de l'époque. Baudelaire va devenir un habitué de son salon et de sa table, et il va en faire sa seconde Madone. Elle aussi va lui inspirer de merveilleux poèmes qui seront incorporés dans Les Fleurs du Mal. Quant à ses débuts poétiques et littéraires, il n'a encore rien publié. Il va faire ses premières armes dans la critique. Il collabore à une revue, L'Artiste, dirigée par Arsène Housset, à qui il dédicacera son Spleen de Paris. Il signe aussi 2 brillants essais de morale ironique, Choix de maximes consolantes sur l'amour et Conseils aux jeunes littérateurs. Entre 1845 et 1846, il publie 2 livres de critique artistique sur les salons qui accueillent les expositions annuelles de peinture. D'emblée, il apparaît comme le plus grand critique de peinture de son temps. Il admire le réalisme de Courbet dont il va devenir l'ami. En 1846, il met Delacroix au premier rang de tous les âges. Il sera l'admirateur et le défenseur prophétique de cet artiste et de la nouvelle peinture. En 1847, il fait paraître son unique nouvelle, Le Fanfario, un petit chef-d'œuvre d'analyse autobiographique à mi-chemin entre Mérimée et Balzac. C'est une brillante description de la vie parisienne. Les journées de février 1848 donnent à Baudelaire l'occasion de montrer son esprit d'indépendance et une sympathie légèrement méprisante pour les bouleversements sociaux et politiques. Certes, le dandy se montre sur les barricades, armé d'un fusil tout neuf, coiffé d'un chapeau tromblon et ganté de frais. Il écrit aussi dans une petite feuille pamphlétaire titrée « Le salut public ». Mais ce qui l'intéresse le plus à cette époque, c'est le premier texte qu'il traduit lui-même du poète américain Edgar Allan Poe. Son titre est « Révélation magnétique ». Il deviendra son traducteur attitré jusqu'au moment où Edgar Poe meurt mystérieusement dans une taverne de Baltimore le 7 octobre 1849. Baudelaire restera son plus célèbre traducteur. Au début de 1850, il publie Les Limbes,
un recueil d'une vingtaine de poèmes qui sont une sorte de première mouture de ce que seront les Fleurs du Mal. Encore 11 sonnets en 1851 et une étude intitulée « Du vin et du hashish comparés comme moyen de multiplication de l'individualité ». C'est une première mouture des futurs paradis artificiels. Le travail paraît en feuilleton dans le journal Le Messager de l'Assemblée. La drogue, Baudelaire va en être un grand consommateur. Les premiers essais se font lors des soirées des Hachichins vers 1842. Il en consommera jusqu'en 1850, puis il passe à l'opium qu'il consomme chez lui en tête-à-tête avec Jeanne Duval. Pourtant, dans son essai, il condamne la drogue, considérant que cette joie solitaire est faite pour les misérables oisifs. Il lui préfère le vin. Le vin exalte la volonté, le hashish l'annihile. Le vin rend l'homme bon et sociable. Il est pour le peuple qui travaille et qui mérite d'en boire. L'opium agrandit ce qui n'a pas de borne, allonge l'illimité, approfondit le temps, creuse la volupté, et de plaisirs noirs et mornes remplit l'âme au-delà de sa capacité. Baudelaire est lucide sur l'effet dévastateur des drogues, mais il n'aura jamais le désir de s'en détacher. L'année 1852 est particulièrement riche pour la production poétique. Le comte de Lille, avec qui Charles entretient des rapports cordiaux, publie ses poèmes antiques. Les deux auteurs ont en commun une profonde antipathie pour Alfred de Musset et ses élégies. Bien qu'étant son aîné de 6 ans, Gautier est le seul poète que Baudelaire tutoie. Il sera plus tard le dédicataire des Fleurs du Mal. Ô poète impeccable, ô parfait magicien, est-ce langue française, amant très cher et très vénéré, maître et ami Théophile Gautier, avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives. En mars-avril 1852, Baudelaire publie dans La Revue de Paris une grande étude sur Edgar Poe. C'est une première version des notices qui figureront en tête des 2 recueils des histoires extraordinaires qui vont paraître dans sa traduction française. Baudelaire est vraiment le découvreur d'Edgar Poe pour la France. Rien d'étonnant à cela, la vie comme l'œuvre de l'écrivain américain sont douloureuses, tourmentées, poignantes. Son imagination le conduit à écrire des histoires terrifiantes, infernales. Il communique au lecteur des frissons d'épouvante. Pourtant, son écriture est très loin du lyrisme romantique. Il est à la recherche du simple et du beau. Cette âme perturbée, cette écriture exigeante ne pouvait que séduire Baudelaire qui, sans doute, trouvait un peu en lui son double américain. Le poète continue à fréquenter le salon de la Madone à Pauline Sabatier. Il y dîne tous les dimanches depuis 2 ans avec Flaubert, Gautier, Sainte-Beuve, Maxime Ducamp et Arsène Housset. Il va envoyer à son hôtesse sa première lettre d'amour non signée dans une écriture contrefaite accompagnée d'un poème assez audacieux intitulé « À une femme trop gaie ». C'était un peu pervers car ce poème avait d'abord été destiné à la danseuse Marie Daubrun qui, dans le ballet Fleurs animées, portait des toilettes aux retentissantes couleurs, alors qu'Apolline Sabatier était habillée très sobrement, comme une demi-mondaine soucieuse de respectabilité. Ce sera une brève passion mondaine, sans lendemain. Un seul poème, à la Nouvelle Madone, sera publié dans le cycle de la Vénus noire, autrement dit Jeanne Duval. Les 2 amants éphémères vont rester bons amis, sans rancœur, sinon sans regret. Pendant toute cette période, Baudelaire continue la traduction des œuvres d'Edgar Poe dont certaines, comme Le Corbeau, paraissent dans des périodiques. Enfin, un éditeur, Victor Lecoux, accepte de publier un volume. Mais il arrive alors une catastrophe au poète. Harcelé par les créanciers, chassé par sa logeuse pour loyers impayés, il égare son manuscrit. Il doit recommencer sa traduction, un cauchemar. 6 mois plus tard, Le Pays, journal du Second Empire, commence à publier les histoires extraordinaires. La première publication s'ouvre sur une magnifique lettre dédicace de Baudelaire à Maria Clem, tante et belle-mère d'Edgar Poe. 1855 est l'année de la grande exposition universelle.
Elle ouvre le 15 mai. C'est la carte de visite du Second Empire destinée à montrer la puissance économique et industrielle de la France de Napoléon III. Baudelaire est chargé de rendre compte des salons de peinture pour le pays. Il va écrire 3 études magistrales, Méthodes et critiques, Eugène Delacroix et Ingres. C'est Delacroix qui déchaîne le plus son enthousiasme. À propos de ces femmes d'Alger, Baudelaire écrit « Excellent dessinateur, prodigieux coloriste, compositeur ardent et fécond, il exprime surtout l'aspect étincelant des choses. C'est l'infini dans le fini, c'est le rêve. Les femmes d'Alger, c'est son tableau le plus coquet et le plus fleuri. Ce petit poème d'intérieur, plein de repos et de silence, encombré de riches étoffes et de brimborions de toilette, exhale je ne sais quel parfum de mauvais lieu qui nous guide assez vite vers les méandres insondés de la tristesse. » Mais pour Baudelaire, le grand événement de 1855 est la première impression des Fleurs du Mal. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de Au cœur de l'histoire consacré à Baudelaire. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Mathieu Blaise. Ressources bibliographiques. Paris Match, collection Les Géants, magazine consacré à Charles Baudelaire, 1970. Dictionnaire des auteurs, collection bouquins, édition Robert Laffont, 1985. Les Fleurs du Mal, illustré par Rodin, édito service, Genève, 1983.